responsables, intelligentes. Et bon, dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas une seule voiture pour tout le monde? On voit bien qu'il y a une histoire de goût et de couleur, et que même dans cette pseudo façon raisonnable de nous parler, on nous parle comme des... Et moi, ça m'a affligé de sortir de ces études de publicité, parce que faire de la pub, pour moi, c'était... bon, je ne faisais pas ça pour faire la pub, c'était le marketing et les études. Mais ça m'a affligé parce que je me dis, bien, finalement, on nous parle à nous humains, mais comme à des animaux. C'est-à-dire, on ne fait absolument pas, on ne nous élève pas humainement à travers le discours publicitaire qui est le discours qu'on nous sert partout, quoi. Et la communication aussi, quoi. Voilà. Après, j'ai... donc les modèles. Effectivement, aussi une chose qui participe aussi à nous renforcer dans le parcours du héros, c'est le fait d'avoir des modèles. Et c'est vrai que les modèles, actuellement, d'ailleurs, il y a 2 ans, il y a eu, je ne sais pas si c'était du fait de la crise, quoi, mais il y a eu une recrudescence, un retour. Et c'était la question que je vous avais posée dans votre conférence, c'est-à-dire, est-ce que ça a expliqué le fait qu'il y ait autant de... C'était en 2011 peut-être, il y a 2 ans, il y a eu une production phénoménale. Tous les films de super-héros sont ressortis, ont été reproduits, etc., au cinéma. Comme si, effectivement, ça arrivait comme pour soit nous faire croire qu'on allait pouvoir attendre quelque chose qui allait nous sauver du fait de Superman, ou... donc ça c'était... Mais bon, ça c'est de la gonflette, quoi. On voit même que ça a été inventé en 1938 et ça a été inventé de la même façon. Les dessinateurs, ils avaient une culture judaïque d'ailleurs. Ils ont inventé ça autant pour représenter le côté du sacré de Dieu qui allait pouvoir nous sauver, que la technique qui allait pouvoir nous sauver, quoi. Alors que... Mais par contre, ces super-héros-là, on ne peut absolument rien en attendre, et ils n'ont absolument rien de réel, parce que les histoires se passent toujours la nuit, comme dans un rêve, ils ne prennent pas une ride, ils ne vieillissent pas comme nous, parce que si ils avaient un déroulement de vie comme la nôtre, ils se consumeraient comme nous, c'est-à-dire on arriverait de la naissance jusqu'à la mort. Et puis aussi, toutes les histoires, la scénographie, c'est Umberto Eco qui a bien expliqué ça dans un de ses livres, du surhomme, du super-héros au surhomme, où il explique bien, c'est que la scénographie de ces histoires de super-héros, elle est toute construite de façon à squeezer justement, à court-circuiter notre raisonnement, de façon à pas qu'on se rende compte que c'est irréel, quoi. Et par contre, à continuer à l'origine, c'était un magazine qui sortait toutes les semaines. Donc en 1938, quand ça a été inventé, il faut revenir au début de l'histoire pour comprendre. C'était le principal, c'est que le marketing de ces histoires fasse qu'on revienne toutes les semaines racheter le magazine. C'était uniquement ça. Donc là, on n'a absolument rien à dire. Certainement, on aurait beaucoup plus à apprendre de Astérix, comme je disais tout à l'heure, qui est beaucoup plus réel, et de sa potion magique aussi, quoi. Et, ou d'autres modèles, effectivement, de revenir beaucoup plus sur la mythologie, sur les travaux d'Hercule, de s'intéresser beaucoup plus aux travaux d'Hercule. D'ailleurs, à travers un livre qui explique bien ça, La voix du héros de Luc Biget, où vous allez pouvoir voir la mesure, c'est intéressant de s'intéresser à toute cette partie de l'histoire. Et après, la dernière partie que j'ai perdue, est-ce que tout ça, là, tous ces éléments, c'est effectivement, on va les utiliser à travers ce voyage initiatique du héros, parce qu'on appelle ça aussi, il y a quelqu'un qui appelle ça l'homo viator, l'homme qui voyage, quoi. Toujours un rappel de l'Iliade et de l'Odyssée. C'est la façon de fonctionner, quoi. C'est la démarche. C'est-à-dire que
Voilà, là, pour vous parler de la démarche et pour vous inciter et vous faire toucher du doigt comme c'est important le collectif, quoi. La conférence gesticulée, la formation, elle dure 12 jours. On mettait 11 stagiaires à la faire et les 11 stagiaires, les 10 autres personnes ont participé à la construction de ma conférence. Comme moi, j'ai participé à la construction de toutes les autres conférences. C'est-à-dire que la puissance du collectif, c'est phénoménal. Et la puissance du collectif, c'est aussi ce qui pourrait se passer de façon idéale dans notre cerveau. Alors qu'en fait, dans notre cerveau, on va dire on a toutes les capacités idéales et humaines pour nous sortir des problèmes, mais ce qui se passe, c'est qu'on est en permanence en conflit avec nous-mêmes. Pour des raisons, parce qu'on n'a pas envie de mettre un pied devant l'autre, parce que ça nous fait peur, mais naturellement, tout ça, ça se met en conflit. Et l'image, l'idée, ça serait de pouvoir arriver, comme on le fait dans un travail collectif, à arriver, et d'où l'intérêt de rejoindre des collectifs, c'est d'arriver à faire fonctionner de concert, nos cerveaux. Et là, j'ai deux images qui représentent un petit peu métaphorique, qui représentent de ce que... Par exemple, c'est un orchestre qui a réussi, un orchestre philharmonique, qui a réussi à se passer de chef d'orchestre. Normalement, tous les acteurs tous les musiciens sont comme vous en ligne les uns derrière les autres. Le chef d'orchestre est là, il bat la mesure et il leur dit. Alors que là, ils se sont tous mis en rond en cercle, c'est-à-dire qu'ils se voyaient mutuellement et ils arrivaient à s'auto-contrôler comme ça, de façon à pouvoir jouer parfaitement leur œuvre. Après, pour illustrer cette image de ce qui se passe dans notre cerveau, un peu comme si on avait des compartiments et qui n'arrivaient pas à communiquer entre eux. Je ne sais pas si ça vous parlait, pour moi, c'est une image qui me parle, c'est le film Cube. Le premier film Cube. Qui connaît ce film Cube? Voilà. Donc, dans ce film Cube, je vais modifier un petit peu l'histoire pour que ce soit plus simple à raconter. Il y a une dizaine de personnes qui se retrouvent enfermées dans un labyrinthe. Donc, ce n'est pas tout à fait un labyrinthe, mais pour faire plus simple. Ils se retrouvent enfermés, ces 10 personnes, dans un labyrinthe, et le but, c'est d'arriver à sortir du labyrinthe. Et pour progresser dans ce labyrinthe, il faut passer des portes. Et chaque porte est le sujet d'une énigme. Et chacun de ces personnages dans le film a une particularité très riche. Un est plutôt médecin, l'autre plutôt policier, l'autre plutôt avocat, l'autre plutôt professeur, l'autre philosophe, je ne sais pas quoi, etc. Normalement, il y a un ensemble d'une richesse phénoménale. Et il devrait, en se coordonnant, arriver à résoudre l'énigme à chaque fois et à passer tous sains et saufs la porte de façon à progresser dans le labyrinthe. Mais ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes. C'est-à-dire à chaque énigme, il y a une personne qui meurt. Par contre, dans le groupe, il y a un qui participe à résoudre les énigmes, c'est un autiste. Et lui, l'autiste, par contre, on va dire que, pour moi, dans ce film, il y a comme s'il n'y avait que deux personnes. Il y a un autiste et une autre personne qui est représentée par le groupe, mais qui est en conflit. Comme s'il représente une personne en conflit qui n'arrive pas à s'entendre avec lui-même. Et en fait, on se rend compte qu'à la fin du film, le groupe, les 9 personnes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, tous ils meurent. Et l'autiste, lui, qui est en hyper-communication à l'intérieur de lui-même, qui a des problèmes de communication avec l'extérieur sociologique, lui, il se sort du labyrinthe. D'où l'image de l'intérêt de pouvoir faire fonctionner de concert harmonieusement son cerveau, toutes ses capacités. Et ça, c'est à travers... c'est une étape aussi difficile de la mise en œuvre du parcours du travail du héros. Alors, moi, ce que je vais faire, pour en finir, c'est que je ne vais pas vous inciter à devenir des inventeurs, ni à devenir des héros, etc. J'ai réussi à trouver chez un sociologue américain qui s'appelle John Dewey un concept qui me semble assez intéressant et qui va vous parler aussi, qui s'appelle devenir des philosophes bricoleurs pragmatistes. Voilà, pas devenir des inventeurs, pas devenir des héros, etc. Mais je vous incite à devenir des philosophes bricoleurs pragmatistes. Alors philosophe,
Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce que c'est philosopher? C'est apprendre à vivre et à mourir. C'est-à-dire que souvent, c'est la définition de l'exercice de la philosophie. Bricoleur, c'est pour intégrer cette dimension de la créativité, le côté MacGyver, c'est-à-dire à trouver tout le temps des solutions à tous les problèmes, à faire travailler son intelligence. Et pragmatisme, pourquoi? Parce que pour être toujours sur le terrain, être tout le temps sur le terrain pour pouvoir effectivement rencontrer des modèles, rencontrer des gens qui vont vous porter dans votre cheminement, et à pouvoir surtout vous retrouver dans des situations concrètes où vous allez pouvoir affronter des situations difficiles et qui vont vous grandir, vous renforcer, vous armer, etc. Donc là, j'ai pas... dans les exemples que j'aurais pu vous citer, par exemple, de mon propre cheminement, où j'ai dû, à l'issue du divorce, par exemple, pour moi c'est une situation concrète que tout le monde peut connaître, quoi. Donc j'ai 2 filles, et la plus jeune ne voulait pas rester habiter avec sa maman. Donc la justice, de façon, la loi, notre loi, fait que la plupart du temps, de façon systématique, la garde des enfants est donnée à la maman. Parce que la maman, par définition, elle n'a pas à prouver qu'elle est une bonne maman. Par définition, dans 85% des cas, sans qu'on se pose des questions, la justice donne la garde, et ça c'est un déterminisme sociologique de la loi, etc. C'est comme ça, quoi. Donc, ce qui veut dire, quand un papa veut... alors là, en l'occurrence, moi c'était ma fille qui voulait pas rester habiter avec sa maman. Donc, j'en demande la garde, et là, dans ce cas-là, un papa, s'il veut avoir la garde de ses enfants, que la maman ne le veut pas, par exemple, c'était en l'occurrence ça, c'est-à-dire un contentieux, il faut que le papa, lui, par contre, prouve qu'il est un bon papa. Aux yeux de la société et au lieu de la loi. Il faut qu'il prouve qu'il est un bon papa. Comme si on dirait que, et anthropologiquement, quelque part, comme si les pères, finalement, étaient considérés, même encore comme depuis la nuit des temps, que des chasseurs-cueilleurs, capables uniquement de courir dans la savane pour aller chasser la gazelle et pour se reproduire. Donc il faut prouver, à travers le cheminement qui dure des mois, qu'en fait on est un bon papa, avec des bonnes capacités d'éducation, qu'on n'est pas laxiste, qu'on est capable de faire preuve d'autorité, etc. Et que, effectivement, ça c'est encore un exemple concret de... Donc ce que je voulais rajouter, c'est aussi les propos d'un des collègues gesticulants qui s'appelle Anthony Bro. C'est que ce qui est important, c'est toujours pour revenir à cette question d'entraîner ce muscle du courage. Parce que peut-être, effectivement, quand on se retrouve dans une situation essentielle et existentielle, dans une condition humaine qu'il faudrait changer, peut-être qu'effectivement, ça peut être aussi le fait que dans les dizaines d'années à venir, on va peut-être devoir changer quelque chose au niveau de l'énergie, parce que l'énergie fossile, etc. En même temps, bon, il y a le gaz de schiste, alors bon, c'est pas écolo, mais bon, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas bien. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas bien dans le gaz de schiste. Et on se rend compte que la loi, si elle a envie de nous faire croire que de toute façon, il faut absolument continuer à faire tourner la machine, elle nous fera passer la pilule comme elle aura envie. Quoi. Donc pour arriver devant ces changements capitaux de notre vie, qui effectivement le fait de pouvoir s'extraire de son travail, s'extraire de sa famille, parce qu'on s'y sent mal, on est malmené, etc. Il ne faut pas avoir, dans toutes sortes de situations, faire preuve de courage, mais bon, on peut aussi ne pas avoir tranquillement, être bien loti, être bien né, avec une cuillère en argent et une timbale en argent dans la main, et finalement, tranquillement, passer sa vie comme ça, quoi. Mais par contre, si, comme on s'est entraîné à muscler ce muscle du courage, le jour